France Maghreb 2. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux ce soir de vous retrouver, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Ici en région parisienne ou alors dans le sud de la France et puis de l'autre côté de la Méditerranée, vous pouvez écouter France Maghreb 2 sur le site de la radio elle-même, www.francemaghreb2.fr. L'actualité de ce jour est relativement chargée avec à chaque fois plusieurs invités qui vont se succéder. Premier invité, eh bien il s'agit d'un couple de voyageurs, Muslim Traveler Family, que nous allons recevoir d'ici quelques secondes. Et puis mon ami fidèle m'accompagne ce soir, Abdeslam Mitache, maire adjoint à la ville du Blanc-Ménil. Bonsoir à toi. Bonsoir aux auditeurs. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Samira qui viendra nous parler de son association APAC, une association qui vient en aide aux enfants scolarisés au Maroc et qui ont donc besoin de vous et de votre aide. Première info à vous donner avant de commencer cette rencontre avec nos amis de Muslim Traveler Family, c'est cette affaire qui secoue un petit peu la région de Perpignan et précisément le petit village de Corneilla-la-Rivière qui vit actuellement une énorme injustice à l'encontre de deux personnes de confession musulmane qui ont été exclues donc de leur bergerie. En fait, il s'agit d'un couple de bergers qui ont décidé de changer de vie puis de s'adonner à une occupation très louable et très honorable, hein, c'est-à-dire s'occuper des bêtes, les nourrir, les éduquer, j'allais dire, mais enfin les nourrir, s'occuper d'eux. Eh bien, ils ont été complètement injustement condamnés. Actuellement, la maman est incarcérée, laissant à l'abandon ses enfants et son mari. Ils vivent une période très difficile. Et cet après-midi, le porte-parole du CRI à Perpignan a été interviewé par mon ami et collègue Christophe. Nous avons récupéré l'enregistrement. On va vous le jouer à 10h30 pour vous faire un petit rappel de cette histoire. Et puis on recevra également au téléphone Aziz Rigui qui viendra nous faire un petit rappel et nous donner un petit peu plus d'informations sur cette affaire qui secoue donc le village de Corneilla-la-Rivière. C'est une affaire d'islamophobie caractérisée avec des menaces de mort, exclusion et puis bannissement aussi de ces personnes de leurs biens et bergerie. Voilà. On en parle tout à l'heure à partir de 22h30. Pour l'heure, il est temps de recevoir donc nos amis qui nous viennent de Nantes ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, présentez-vous. Tu t'appelles ? Moi, je suis Nasser. Nasser et moi, c'est Farah. Farah, bienvenue à vous. Alors vous êtes donc les animateurs du blog Muslim Traveler Family, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur un site, sur le www.muslimtravelerfamily.fr. Et alors votre blog, eh bien c'est un blog de voyage en famille qui partage des voyages, des astuces pour rendre plus sympa vos vacances et plus peut-être aussi plus économiques. Nasser ou Farah, qui veut s'exprimer sur le point de départ, sur l'idée de départ? Comment est née cette affaire? Cette affaire, elle est née en faisant les soldes à Londres. Comme quoi Londres est une ville d'inspiration. Ouais, elle est née en faisant les soldes à Londres en fait. C'était notre premier voyage en dehors de France. Et c'était la première fois en fait qu'on voyait autant de cultures mélangées, ouais, et qui étaient très bien harmonisées. Ouais. On n'était pas habitués. En tout cas, c'est pas à Corneilla-la-Rivière que ça va se passer. Exactement. Voilà. Alors, le mélange des cultures, le brassage aussi des ethnies, ça vous a parlé? Mais complètement. Et ça, c'est dû aussi à la rencontre grâce au voyage. Exactement. Voilà. Alors, en quoi consiste votre blog? C'est donner des infos, des astuces, faire des promos, organiser des séjours? On fait un peu tout ça. D'abord, on partage nos voyages, ouais, avec des destinations un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de faire, donc de rentrer au pays tous les étés, comme on disait tout à l'heure. Et donc, on partage à chaque voyage, on donne des bonnes adresses, par exemple des petits restos, des hôtels où on s'est senti bien accueilli. On partage aussi les promos du moment qu'on trouve pour en faire profiter les abonnés. En général, c'est des promos de courte durée, comme les billets à 5 € avec Volotea. Sinon, on partage des petites astuces pour économiser, comment on s'y prend pour prendre des billets les moins chers. On donne des astuces pour optimiser ses bagages quand on part en vacances. Quand on est une famille nombreuse, nous en l'occurrence, on a beaucoup de bagages, donc on essaye de voyager léger.
ou alors comment voyager avec un bébé, ce qu'il faut apporter, ce qu'on n'a pas besoin. On a tendance à trop en prendre justement, alors que... Alors, on va commencer par le début d'un voyage. On décide de partir, de choisir une destination. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre dès le départ et lors du départ? D'ailleurs, c'est ce qui est détaillé également sur votre site. Alors, honnêtement, on prend pas de précautions particulières. Et qu'est-ce que vous préconisez comme conseil pour ceux qui voudraient partir? De faire confiance à ce qu'ils ont envie, déjà. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages en ce moment, justement, de parents qui ont peur, mais... Peur de quoi? Ils ont peur du voyage, de ce qu'ils vont retrouver, de ce qu'ils vont pas retrouver plutôt. Et nous, on est à moins de se retrouver au fin fond de la jungle... Partout où on va, il y a exactement les mêmes choses qu'ici. Les familles, elles ont besoin d'être rassurées. Parce que c'est pas pour les parents, c'est pour les enfants. Ouais. C'est-à-dire que quand on est un couple, tout est très simple. Mais quand on ramène les enfants, on pense tout de suite au pire. Genre les maladies, les petits bobos. Sachant que nous aussi, quand on part, on n'est pas 100% tranquille. Mais le problème, c'est un frein, ça. Je veux dire, ce qui peut se passer ailleurs, ça peut se passer aussi ici. Donc, si à chaque fois qu'on doit partir, on se dit mais imagine ça, parce que là, tu restes à la maison. On prépare un peu la même chose que si on allait ailleurs. En France, on prépare une petite trousse à pharmacie et puis voilà, avec les bases, quoi. Alors sur votre site, il y a plein d'onglets, plein d'articles également concernant les destinations que vous avez postées. Donc vous êtes allé un petit peu partout à travers le monde. Quelles sont les destinations qui vous ont marqué? La Thaïlande. Ouais. La Thaïlande, ouais. Eh bien moi aussi ça m'a marqué parce que j'ai vu vos photos. Et j'ai vu les vidéos que vous avez postées. C'est ce qu'il y a aussi de très bien sur votre site, c'est que vous postez vos photos personnelles en fait. Il y a comme par exemple vous l'avez fait aussi pour Antalya quand vous êtes allé en Turquie. Il y a des vidéos, des phatos. Mais en Thaïlande, moi ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y a une photo. Vous êtes assis sur un banc avec vos enfants, avec des femmes thaïlandaises qui portent le hijab également, et c'est pas à Corneilla à la rivière que ça va se passer non plus. Fauzi, 2 points. et donc alors ce qui est vraiment très chaleureux, c'est que ces femmes portent vos enfants. Ouais. C'était un hôtel donc vous vous mélangez aux gens et c'est ça qui est bien. C'est le but en fait de nos voyages, c'est de se mélanger aux gens et puis de découvrir leur culture. Là en l'occurrence c'était la Thaïlande, des musulmans. On a été à Phuket qui a une réputation quand même assez sulfureuse. Et on a rencontré des musulmans, mais à l'opposé des musulmans de nous ici en France. Et une douceur, la zen attitude asiatique, elle était présente chez les Thaïlandais. Elle est réelle, c'est pas une légende en fait. Parce que... Le pays du sourire, c'est pas pour rien. Alors c'est vrai qu'on sort des clichés, du côté cliché Thaïlande, boîte de nuit, les rues bondées, etc. Là vous étiez plutôt dans un coin calme, tranquille, familial. Ouais. Comment ça s'appelle et comment vous y êtes pris? Ça s'appelle Bang Tao Beach et c'est à la frontière malaisienne. Ça fait partie de Phuket en fait. Ça fait partie de Phuket, mais c'est le sud de Phuket en fait. C'est la fin. L'extrême sud. C'est la fin en fait c'est vraiment la frontière malaisienne. D'ailleurs, on peut retrouver là-bas des Malaisiens qui vivent en Thaïlande. D'accord. Ok. Et vous, comment vous avez fait pour y aller? Vous avez choisi d'y aller ou vous y êtes allé par hasard au cours d'un fait? C'était des connaissances. Ouais, c'était des connaissances. J'ai un ami en fait qui va là-bas 1 mois tous les ans dans cet hôtel. D'accord. Parce que il en a besoin. Et donc nous quand on a eu l'adresse, on n'a pas hésité, c'est tout. Et puis quand on est arrivé là-bas, c'est toujours mieux que ce qu'on raconte en fait. Parce que franchement, il faut y être pour se rendre compte à quel point on vit notre islam très différemment, quoi. Très différemment. C'est fou comme ils sont. D'ailleurs, quand on raconte ce qui peut se passer en France concernant l'islam, eux, ils sont très étonnés. C'est-à-dire qu'ils sont même pas au courant déjà. Mais en plus, ils sont très étonnés. Ils sont choqués même. Ils sont même très choqués. Pour eux, c'est pas possible d'entendre des lois contre le voile. Ça, ils comprennent pas. Mais est-ce que là-bas, les gens vivent mélangés? Complètement. Il n'y a pas de soucis. Musulmans, bouddhistes, catholiques. Mais vous avez une rue en Malaisie qui s'appelle la rue de la Sérénité. Et en fait, ils l'ont appelée comme ça parce que musulmans, chrétiens et bouddhistes, ils vivent dans cette rue.
Et pour cette raison-là, ils l'ont appelé la rue de la Sérénité. Mais en fait, que ce soit les Thaïlandais ou les Malaisiens, même s'ils ne sont pas musulmans, ils restent très accueillants. Et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est pas de se dire qu'en fait, les musulmans là-bas sont différents et ils accueillent bien. Là-bas, même les Asiatiques qui sont pas musulmans, ce sont des gens ils ont une culture même de la contrariété qu'ils ne montrent pas. D'accord. Ils intériorisent, oui. On a toujours l'impression qu'ils sont toujours contents, quoi. Ouais. Alors, est-ce que maintenant on peut passer à la rubrique astuces? Est-ce que vous avez des astuces à nous donner sur le transport, par exemple, les billets moins chers, les billets à 5 €, les billets à gratuits, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des astuces aussi pour payer moins cher les assurances, la nourriture, les loisirs, etc. Alors déjà, pour trouver un billet moins cher, on a fait plusieurs tests possibles, et puis la meilleure période, c'est de s'y prendre 6 mois à l'avance. 6 mois avant la date. Quelle que soit la destination. Quelle que soit la destination. Plus c'est loin, et mieux il faut s'y prendre à l'avance. D'accord. Après, vous avez toujours la possibilité d'en trouver des moins chers à la dernière minute. Mais après, il faut que ça corresponde au niveau de vos dates. Oui. Il faut que ça corresponde au niveau du nombre de personnes que vous avez, de nombre de billets que vous avez besoin de prendre. Parce que parfois, il peut en rester 3 et vous êtes 5 à partir. Donc c'est plutôt la chance, quoi. Donc le mieux, c'est de prendre 6 mois à l'avance les billets. D'accord. Et donc alors vous voyez qu'en avion? Vous voyagez qu'en avion? Non, voiture et avion. La voiture aussi, ouais. D'accord. Jamais de longue distance en bateau, par exemple, non. On a fait aussi le Maroc, mais bon. Ouais, mais ça dépend du voyage qu'on va faire. Si le bateau c'est nécessaire, on prendra le bateau. D'accord. En fait. Nous, on se pose pas de limite en fait. C'est comme une fois où on devait partir au Maroc, ils ont annulé le vol pour des raisons de je sais plus quoi, de grève. Ouais. Le lendemain, on a pris la voiture, on est parti en Espagne. D'accord, donc il faut savoir aussi rebondir. Voilà. Oui, voilà. Quand on a décidé de partir, on n'arrive pas à revenir en arrière. Ouais. Après, c'est un peu propre à nous. Je veux dire, il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme ça, mais on peut pas accepter de se dire on va rester à la maison. C'est pas possible. Donc on a pris la voiture. Et puis quand on a envie de partir, difficile de vous retenir. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on voyage sur les assurances, et est-ce qu'il y a des astuces pour payer moins cher, surtout quand on est une famille nombreuse avec des enfants? Alors pour l'instant, on a eu de la chance, on n'en a jamais pris. Ouais. On n'a jamais eu de problème, alhamdoulilah. On s'est jamais pensé vraiment sur la question. On a juste regardé par rapport au vol annulé, mais ça aussi c'est une loi qui oblige l'indemnisation en cas de vol annulé. Oui. Mais il y a quand même des conditions. Il ne faut pas que ce soit une annulation pour cause climatique ou pour cause indépendante de la compagnie aérienne. Justement, il y a un onglet sur votre site où on parle justement de l'indemnisation en cas d'annulation ou de retard de vol. Voilà. Et quels sont les recours? Comment on procède? On doit écrire on doit s'adresser à qui? À l'agence elle-même ou... Alors on peut soit s'adresser à la compagnie aérienne directement, et en général ils font retarder les choses, donc du coup j'ai mis l'adresse, il y a le lien directement avec le service public qui propose d'envoyer une lettre recommandée, et là en général ça fait bouger les choses plus rapidement. D'accord, et donc il y a indemnisation par la suite. Alors quand vous arrivez sur place, par exemple en Thaïlande ou ailleurs, au niveau de nourriture, vous allez faire vos courses, ou alors vous prenez ce qu'on vous propose à l'hôtel, ou est-ce qu'il y a des formules que vous pourriez nous conseiller? Alors nous on aime bien se mélanger dans la population locale, donc en général les hôtels... On mange local, on est très local, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est bien là-bas en Thaïlande, c'est que c'est un niveau de vie qui est un des plus bas au monde. D'accord. On mange vraiment pour rien du tout. Ça veut dire que pour 6 €, on mangeait toute la famille. Waouh. On mangeait toute la famille, et ça c'est tout le temps en fait. Et franchement, il n'y a pas de souci à se faire question dépenses en Thaïlande. C'est juste les billets qui coûtent un peu cher au début. Après, ça dépend pour qui. Mais niveau de vie, franchement, là... Le problème, il se posait plus en Europe, par exemple en Espagne ou en Angleterre. C'est plus économique de faire, d'acheter et puis de faire dans l'appartement ou dans l'hôtel. Nous, en général, justement, c'est ce que je conseille aux familles, de prendre plutôt un appart-hôtel. C'est plus, parce que déjà c'est plus économique. C'est plus économique et plus pratique aussi. Parce que c'est difficile déjà de trouver des chambres pour 5-6 personnes. Ouais, c'est pas évident. Le prix monte rapidement. Abdeslam. Oui, à ce propos, concernant le faible coût de vie en Thaïlande, il y a beaucoup de retraités français qui font le choix de vivre là-bas. Et en fait, avec un mois
de retraite et ils peuvent vivre allègrement. Tout à fait. Donc oui, bien sûr. On en a rencontré. On en a rencontré. Qui ne coûte rien et le resto pouvait inviter du monde. Je ne serais pas ruiné. Et moi, le conseil que je peux donner aux personnes qui voyagent et qui partent en Thaïlande, ne vous encombrez pas de bagages. Ne vous encombrez pas. Prenez un jean, un t-shirt et ça suffira. Vous ferez vos courses sur place. et parce qu'il y a aussi le poids des bagages. Et lorsqu'on est embêté avec des vêtements qu'on a pris avec soi, c'est un embêtement. Donc, oui, en effet, ça coûte pas cher. Voilà. Nous, quand on est parti, justement, on a fait 3 semaines Thaïlande et Malaisie. On a choqué beaucoup de monde parce qu'on n'avait que deux bagages. On est parti avec 4 tenues chacun. Et puis, il y a des laveries sur place, il y a tout ce qu'il faut. Donc, les hôtels aussi. En fait, pour 1 euro, elle lavait elle lavait tout ton linge, quoi. Elle le repassait. Il était lavé, repassé. Pour 1 euro et des bananes, quoi. Je veux dire, donc ça sert à rien de ramener des tonnes et des tonnes en se disant on va en avoir besoin parce qu'on va rester longtemps. Ça sert à rien. Ce qu'on a mis la veille, on peut le faire laver le lendemain et c'est le soir même on le récupère tout propre et repassé, quoi. Il y a même des tailleurs de costumes qui prennent vos mesures le matin. Et le soir même, vous avez votre costume dans votre chambre qui arrive et on les paye pas aussi cher que les paye François Fillon. Les costumes. C'est vrai. Au niveau des loisirs, alors vous qui avez des enfants, peut-être que vous allez pouvoir nous en donner un rayon. Comment est-ce que vous avez réussi ou comment vous faites pour occuper vos enfants, à part la plage, les vagues? Alors honnêtement, la plage, on y va très rarement. On a la plage à Nantes, donc faire des kilomètres pour aller à la plage, c'est pas nécessaire. Non, on essaye de les occuper vraiment avec des visites culturelles pour que eux aussi s'en apprennent et ils aiment ça maintenant. Ils commencent à aimer beaucoup. Alors vos enfants aujourd'hui, ils ont quel âge? Entre quel âge et quel âge? Alors Ayoub, il a 12 ans, c'est le plus grand. Aymen, il a 7 ans. Fahim, il a 4 ans. Et Hania, elle a 3 ans. Et ils ont déjà visité combien de pays? Une foultitude. 11, je crois. D'accord. 11 pays, Bien. Ça coûte cher, ça, dis donc, non? Comment vous faites? Justement, on s'y prend à l'avance. On s'y prend à l'avance, voilà. On s'y prend très à l'avance et puis on a des... Si vous voulez, on n'est pas... on a reçu des messages comme ça. Du genre... moi et vous, on n'a pas le même salaire. Sans connaître mon salaire. Mais moi, mon salaire, il dépasse pas 1500 €. D'accord. Je suis plombier, mais il dépasse pas 1500 €. J'ai pas les 3000 € par mois. D'accord. Ma femme, elle s'occupe des petits. Mais à côté, on se débrouille avec des choses qui traînent et qui se revendent. Et en fait, on a un projet. Il faut qu'au mois de juillet, on ait cette somme. Donc tous les mois, on fait en sorte de mettre petit parce qu'en fait, vous savez déjà combien va vous coûter votre séjour à l'avance. On organise vraiment le séjour. Ça aide. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet, nous aussi, de se projeter et de se dire que finalement, on peut aller passer des vacances au bout du monde pour pas trop cher, en plus avec les enfants et la famille. C'est accessible à tous. Une question concernant le 3e âge. Est-ce que on peut imaginer aussi emmener nos parents, par exemple, si on a envie de partir avec nos parents, plutôt que chaque année les envoyer au bled, peut-être les emmener en Thaïlande ou les emmener au Pérou, je sais pas moi. Notre dernier voyage en Antalya, on a fait la surprise à ma maman, on l'a emmenée avec nous. Elle a appris la destination arrivée à Orly, donc elle était vraiment très heureuse. Et ça lui a donné la pêche parce qu'à la maison elle est toujours fatiguée et puis là elle a retrouvé. Elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Elle était, c'est pas plein une seule fois à Antalya. Et retour à la maison, les jambes avaient de nouveau mal. Donc, comme quoi, ça leur fait du bien. Comme quoi, c'est le pays ici qui fait mal aux jambes et parfois aussi à la tête. On va s'arrêter un court instant pour de la publicité, mesdames et messieurs. Et puis, on se retrouve juste derrière avec toujours nos amis du site www.muslimtravelerfamily.fr. Je vous invite à le visiter pendant la pub. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Allez, rebonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et puis merci de votre fidélité à France Maghreb 2. C'est Fawzi pour vous accompagner ce soir jusque minuit dans la joie et la bonne humeur. En première partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Nasser et Farah pour nous parler de leur site. Le site s'appelle Muslim Traveler Family. Donc si vous êtes une famille musulmane ou pas forcément, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site lui-même pour recueillir donc des articles sur les destinations qu'ils ont pu réaliser, qu'ils ont pu visiter, mais également aussi trouver des astuces, des photos, des vidéos, etc. Et d'ailleurs il y a même des cadeaux. D'ailleurs on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que vous proposez comme box en ce moment? Alors en ce moment on vise les 5000 abonnés. Alors une fois arrivé aux 5000 abonnés, on offrira à une personne qu'on tirera au sort une smart box qui permettra à une famille de partir pendant 2 jours dans un lieu insolite. Donc ce sera c'est à eux de choisir une cabane. Ici en France? Une roulotte, ouais. En France ou en Europe. Il y a 200 destinations qui sont proposées dans la Smart Box. Non, bon, on va jouer nous aussi. Non, on va jouer. Avec plaisir. Si, ça verra tous. Quelles sont les 5 bonnes raisons de voyager avec ses enfants? C'est ce que vous posez comme question sur votre site. Est-ce que vous pouvez y répondre? Ouais. Allez, donnez-en que 3, ça suffira. 3. C'est pas évident, je sais. Déjà, l'ouverture d'esprit. Ouais. C'est très important parce que nous, moi et Farah, on est des enfants de cité. Ouais. On n'a pas connu ça à part le centre aéré. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à voyager avec ma femme. À l'âge adulte, ouais. À l'âge adulte. Et le premier voyage que j'ai fait avec mon fils, quand on l'a eu, je voulais plus m'arrêter, je voulais qu'il continue à faire ça. Ouais. Et je voulais surtout pas de centre aéré. Donc ça leur apporte aussi au niveau culturel. Ils apprennent des choses à l'école. Et le fait de les vivre, de se dire bah oui, ça je l'ai vu en histoire, ça je l'ai vu au niveau de la langue. Les petits, ils commencent déjà à apprendre des mots en anglais à force de nous entendre, parce que dans la plupart des pays on est obligé de s'exprimer en anglais. Et ça leur apprend beaucoup au niveau du vocabulaire, au niveau de l'histoire. Et apprendre à connaître l'autre aussi. Ouais. Apprendre à connaître ses différences. Surtout, ouais. D'ailleurs, quand vous les emmenez à Antalya en Turquie et que vous filmez ce que vous avez filmé, les ruines, etc., les sites historiques, ça les renvoie aussi à leur livre d'histoire. Mais en fait, c'est du vécu pour eux parce qu'ils ont pu y aller. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de votre voyage de Turquie? C'était la 2e fois et à chaque fois on en revient. On en revient toujours plus amoureux. C'est l'accueil. Déjà, en fait, c'est un peuple très digne, quoi. J'ai vu 0 SDF, quoi. Waouh. J'ai vu 0 SDF, j'ai vu personne tendre la main. Par contre, j'ai vu des gens avec 3 portefeuilles, ils les vendaient. Ils vendent ce qu'ils peuvent vendre, même très âgés, même sur des fauteuils roulants. Mais j'ai vu personne tendre la main. D'accord. À part, il y en a, mais c'est pas des Turcs, c'était des autres populations. D'accord, très bien. Et ça, c'est un peuple très très digne, les Turcs. Franchement, et que ce soit Istanbul ou que ce soit Antalya, on a retrouvé exactement la même dignité. L'accueil aussi. Et l'accueil, il est franchement extrêmement chaleureux. Ouais. Avec les enfants, toujours souriants, on les connaît pas, on les croise dans la rue, ils sortent de leur poche un petit gâteau, un petit bonbon. Ouais. Fabuleux, donc vous y retournerez en Turquie. Un autre pays très loin de nous, très loin de la Turquie également, le Pérou. Le Pérou, vous n'y êtes jamais allé, mais par contre dans votre site, vous parlez de Cusco, un site historique, connu mondialement, un site qu'on voudrait bien aller voir, visiter. Ouais. Est-ce que vous avez un correspondant là-bas qui vous écrit les articles? Parce que j'en ai trouvé un sur votre site. C'est quelqu'un que vous connaissez? Ou alors c'est un blogueur aussi de son côté. Oui. Et c'est juste un partage entre nous. En fait, moi je lui ai écrit un article sur la Thaïlande et lui m'a écrit un article sur le Pérou pour faire découvrir des destinations qu'on n'avait pas nous et que lui n'avait pas. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du Pérou? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller par exemple? Ouais, beaucoup. Justement demain il y a le salon du tourisme et on va voir cette destination pour avoir plus d'infos. D'accord. Alors puisque demain c'est le salon du tourisme ici, vous allez en profiter pour multiplier peut-être les contacts. À quoi ça va également vous servir ce genre de salon sur le tourisme? Nous faire connaître. C'est-à-dire que on le fait avant d'aller au salon du tourisme, on contactait déjà les offices du tourisme. Très bien. Donc le Japon, on a même contacté l'Algérie, avec qui on a réussi à avoir un contact. Ouais.
Il y a quelqu'un qui répond quand même. Oui, il a reçu. On lui a envoyé notre plaquette et ils l'ont reçu et ils nous ont rappelé. D'accord. Et on n'y croyait pas, c'est vrai, mais ça, pour moi, c'est un signe. C'est un signe. C'est la période électorale là. Voilà. Et puis, les offices du tourisme, ils ont besoin plus de blogueurs que de panneaux publicitaires en fait. Ouais. Parce que nous, on va sur place et on parle d'eux en détail. Et donc du coup c'est comme ça qu'on comprend, c'est ça les contacts avec les offices du tourisme, c'est que ça. D'accord. Alors justement, ce qui va m'amener à l'aspect un petit peu économique de votre blog et de votre site, est-ce que vous avez des annonceurs, des gens qui viennent faire de la pub chez vous, et est-ce que ça vous fait vivre? Alors pour l'instant on n'en vit pas du tout. D'accord. Et on n'a pas d'annonceurs. On veut vraiment fonctionner qu'avec des partenariats avec des offices de tourisme ou avec des professionnels du tourisme. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de faire un partenariat avec eux? Alors eux ils nous apportent au niveau financier, ils prennent en charge une partie de notre voyage. D'accord. Ils nous financent certaines choses et nous de leur côté, à eux ça leur apporte une visibilité. Oui. Ça leur apporte une visibilité et ensuite des touristes. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Donc alors le Pérou c'est très intéressant, vous comptez y aller. Est-ce qu'on peut parler de l'Algérie puisque vous êtes allé en Algérie? Bien sûr, ouais. Alors, Annaba, c'est ça? Vous êtes allé à Annaba? Ouais, Annaba, c'est de mon côté ça. Ah oui. C'est de mon côté. C'est vrai. Alors. Ah ben, moi l'Algérie de toute façon c'est même si je suis né en France, c'est comment dire. Qu'est-ce que vous avez retenu de... C'est en fait c'est l'Algérie c'est une terre avec une histoire un peu tragique, très tragique, même difficile. Du coup, quand on y est, on l'aime tout de suite. On l'aime tout de suite. D'ailleurs, comme mon fils, par exemple, il a dit une phrase que, enfin, c'est lui qui l'a dit tout seul. On n'avait pas parlé de ça. Il disait, il t'aime tout de suite, même s'ils te connaissent pas. Et j'étais content. La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, j'étais content qu'ils disent ça. Mais c'est mon pays quoi en fait, c'est ça tout simplement. Avec ses défauts et... Il y a encore plein de choses à développer. Hein, malgré tout, il y a plein de choses à développer et si on en avait l'occasion, ce serait un autre pays. D'accord. Ce serait un autre pays et croyez-moi que il ferait sur le plan touristique, il ferait du mal à beaucoup d'autres pays. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez pu voyager au Maghreb? Est-ce que vous êtes allé en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie? On est au Maroc, en Tunisie. Ouais. La Mauritanie, non? Pas encore, mais Inch'Allah, je connais quelqu'un qui va là-bas régulièrement. Alors justement, la Tunisie et le Maroc sont des pays voisins d'Algérie, mais qui, eux, de leur côté, ont fortement développé le tourisme. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu en conserver, vous, de votre voyage? Il y a des choses à prendre. Ouais. Il y a des infrastructures aussi à... Ouais. Les infrastructures, c'est ce qui manque beaucoup en Algérie. Ouais. Il y a l'Algérie, à la différence du Maroc et de la Tunisie, il y a tout, il y a vraiment tout au niveau touristique. Il y a tout. La prise en charge des hôtels. Non, justement. Par contre, par rapport à ça, en Algérie, c'est vraiment vide, c'est le chaos. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Il y a tout ce qu'il faut avoir. On verra. Ça satisferait n'importe quel touriste. Alors il y a quelques opérateurs qui s'essayent quand même. Il y a qu'à voir ce qui s'est fait il y a pas très longtemps à comment elle s'appelle la ville du Oued-Souf, voilà, avec l'étoile de Souf, la Gazelle d'Or. La Gazelle d'Or, rien que le clip déjà il donne envie. Il donne envie, mais bon, après il faut voir. Il paraît qu'ils ont même réussi à mettre un vol spécial Paris-Oued-Souf en direct, je crois. Il faudra vérifier. Alors, est-ce qu'il est temps maintenant de parler des billets à 5 €? Voltea, c'est ça? Alors c'est quoi le business? Alors ils avaient fait des promos sur une courte période. Il y avait 2 jours où ils proposaient des vols à 5 €. Ouais. Où on veut. Dans leur liste à eux. D'accord. Dans leur liste à eux. Et ça revient en permanence? Il y a souvent des promos comme ça. On savait pas tout ça, nous. Il faut s'abonner en fait. Il faut s'abonner pour pouvoir recevoir toutes les promos en cours. Et ça c'est aussi le pourquoi on met tout ça sur le blog. Ça c'est pour dire, même si t'as pas 3000 € par mois, tu peux quand même partir, voyager, tu peux quand même dire à ta femme, tes enfants, écoute, j'ai trouvé des billets à 5 €, on va au Portugal. Allez, hop. Franchement, il y a déjà tous les pays voisins là qui sont très très accessibles, pas cher. Bien sûr. Et après, franchement, et croyez-moi que Volotea, ça s'appelle. Les pays voisins, ils sont déjà beaucoup plus accueillants. Même si ça fait partie de l'euro, beaucoup plus accueillants qu'ici. D'accord.
Vous avez fait quelques destinations ici en France? Oui, bien sûr. On a en France. Ou les villes de France. Ouais, on n'est pas allé. Ouais, Perpignan, moi je l'ai fait 5 fois quand j'allais en colonie. Du côté de Corneille-à-la-Rivière. Voilà. Bon, on n'ira pas. On oublie. Hein. On n'ira pas. On va les laisser s'occuper de leur salade tout seul. Bon, bah écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe super vite. Ouais. On va parler rapidement juste de vos vidéos et des photos que vous postez. Ça a un but pédagogique, j'ai l'impression. Montrer un petit peu ce que vous faites sur place, c'est apporter un côté véridique à ce que vous écrivez. Exactement. Hein? C'est un partage. On veut vraiment partager avec ceux qui nous suivent ce qu'on fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'identifient à nous, qui voient leurs enfants dans les nôtres, et ça leur donne envie. Exactement. Est-ce que vous avez pensé, dans un avenir plus ou moins proche, penser à devenir une agence de voyage, à proposer des circuits que vous avez déjà fait, par exemple Antalya, la Thaïlande, le Maroc, la Tunisie, toutes ces destinations que vous avez déjà pu vivre, se dire, ça serait peut-être sympa de les proposer à des groupes de famille. Vous y avez pensé ça ou pas? Parce qu'à un moment donné, il faut grandir, il faut grossir en termes de business. On y a pensé. J'espère que vous raisonnez business. On nous l'a proposé même. Ça nous intéresse pas. Honnêtement, ça nous intéresse pas. On a d'autres projets professionnels. Et être une agence, non. On n'a pas envie de rester en fait sur place. On a envie de faire le tour du monde pour l'instant. D'accord. Il faut qu'on fasse notre tour du monde et peut-être qu'après on pourra proposer en illimité. Mais en faisant votre tour du monde, à chaque fois que vous choisissez une destination, vous pourriez le proposer à d'autres familles aussi pour vous accompagner. Ça pourrait se faire par exemple. Bien sûr. Est-ce que vous avez imaginé aussi faire le voyage des voyages? Mais bien sûr, celui-ci. Alors c'est pour quand? Pas encore. C'est une grande question parce que. C'est la question de faire garder les enfants aussi longtemps qui est le plus problématique. Moi, si je peux en ramener un ou deux avec moi, franchement, j'en ramène un ou deux. Ça se fait. Enfin, déjà faire le petit et puis après le petit voyage et après le grand voyage. Le grand voyage, Inch'Allah. Voilà. Bon, en tout cas, je rappelle votre site, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir un maximum d'informations, d'astuces, savoir comment voyager un petit peu moins cher, voir aussi comment ça se passe au niveau des assurances, du transport, etc. et les destinations. Il y en a forcément une qui va vous plaire. Allez sur le site de Nasser et de Farah, www.muslimtravelerfamily.fr. Merci d'être passé nous voir. Merci à toi. Merci beaucoup. Et je pense que demain je vais aller au salon du tourisme. J'ai appris un truc ce soir avec vous. Il y a plein de destinations intéressantes. On va y aller. C'est tout le week-end? C'est de jeudi à dimanche, Bon, on a un petit peu de temps ce week-end. Merci à vous. Restez dans les parages, mesdames et messieurs. Je vais vous passer maintenant un extrait de l'émission de notre ami Christophe. Ça s'est passé tout à l'heure à 17h30, où justement Christophe recevait Aziz Rigui qui donc expliquait un petit peu l'affaire de Corneille-à-la-Rivière. On se l'écoute et puis on revient juste après avec Aziz qui sera au téléphone pour nous donner un petit peu plus d'informations. Nous recevons à présent dans cette émission le grand forum Abdelaziz Rigui qui est le responsable du CRI à Perpignan. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous allez ici nous révéler et ainsi médiatiser une affaire qui concerne une famille de bergers du côté donc de Perpignan, victime d'islamophobie et pourtant se retrouve en prison. Expliquez-nous un petit peu cette affaire qui paraît depuis Paris hallucinante. Oui, c'est une histoire de fou, comme dirait Kelly James. C'est en fait une famille de bergers qui s'est mis en exploitation agricole en 2005 à Corneille-à-la-Rivière, un village à côté de Perpignan. Donc dès le début, ils devaient faire une bergerie, faire un verger pour faire le maraîchage l'été. Donc ils ont des abricotiers, ils ont des cerisiers et une bergerie avec un troupeau de moutons. Donc il faut savoir qu'ils ont eu, parce que sa femme porte le voile, un acharnement administratif, ce qui a fait qu'en fait le berger, il a fallu 5 ans pour qu'il obtienne le permis de construire. Ils lui ont fait faire la procédure totalement. En gros, normalement ça met 6 mois pour un permis de construire pour une bergerie. Lui, il a mis 5 ans. Il a fallu qu'il aille poursuivre la mairie jusqu'au tribunal administratif, et 5 jours ou 10 jours avant de passer
au tribunal administratif, la mère l'a convoqué à la mairie pour lui dire voilà, vous retirez votre place et je vous signe le permis de construire pour la bergerie et pour le magasin de stockage. Très bien. Un entrepôt de stockage, voilà. Donc jusque-là, bien qu'il y ait eu beaucoup de difficultés pour obtenir le permis de construire pour la bergerie, tout semblait arrangé. Arrangé, oui, mais parce qu'il y avait aussi, ils ont eu beaucoup de vols de poules, une haie de cyprès de 60 mètres qui a été incendiée, des attaques de chiens sur leurs moutons, des tags, plein de choses. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, le 21 mai, le berger a été molesté par le centre équestre à côté pour une banale histoire d'eau, alors que de l'eau il y en a là-bas. Et en fait, il s'est pas défendu. Et il a appelé la gendarmerie du village qui n'a pas voulu intervenir. Donc le soir, il a été obligé de retourner là-bas avec sa femme pour rentrer les moutons dans la bergerie. Et là, il s'est fait encore attaquer par 3 personnes. Et là, il s'est défendu. Et il y a eu une bagarre en fait entre lui et 3 personnes du village, en fait, du centre équestre à côté. Oui. C'était 5 jours d'ITP. Ils ont porté plainte tous les deux. Ça aurait été une banale affaire de justice, quoi. C'était pas un truc vraiment important. Une bagarre, oui, effectivement. Ouais, voilà, c'est une bagarre entre voisins, 5 jours d'ITT, il n'y a pas de détention provisoire, hein. À ma connaissance, j'ai connu personne pris dans une bagarre qui a fait de la détention provisoire pour 5 jours d'ITT. Mais en fait, ce qui a pris le pas, c'est devenu une affaire politicienne. C'est parce qu'en fait, le soir de la bagarre, ils n'ont pas été mis en détention provisoire. Ils ont dormi à Cormeilles-à-la-Rivière. Et en fait, le lendemain, la mairesse du village a organisé un rassemblement contre la violence, où il y a 350 personnes du village et alentours qui sont venues. Et nous avons des témoins, nous, qui nous ont fait des attestations, justement, qui disaient qu'ils ont entendu des propos racistes devant le député Olive, devant le maire de Pézéa-la-Rivière et la mairesse de Corneille-à-la-Rivière, et qu'il y avait des menaces de ratonnade devant les gendarmes. Ouais. Des jeunes et des moins jeunes appelaient à une ratonnade sur la famille des bergers et des menaces de mort. Donc les gendarmes, ils ont calmé les choses, ils avaient les flashballs et tout. La préfecture était alertée 24 heures avant qu'il allait y avoir un rassemblement, donc ils ont fait leur boulot, ils ont calmé le jeu. Et le souci, c'est que le préfet a instrumentalisé, peut-être avec la justice française, la bagarre pour éloigner la famille de Corneilla, la rivière. Ouais. Donc c'est eux qui ont été menacés de mort, mais c'est eux qu'on éloigne, c'est eux qu'on met en détention pour soi-disant les protéger. Et c'est là qu'est l'injustice. La bagarre, nous, c'est pas grave, ça. C'est pas le. Alors attendez, pas là qu'est le truc. Qu'on comprenne bien, monsieur Regui, c'est une bagarre. Ce sont des faits qui remontent quand même à l'année dernière, c'est ça? Oui, 21 mai 2016. 21 mai 2016. Là, on est en 2017, hein, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? En fait, ils ont été mis en détention provisoire, la famille. Donc, il faut savoir que quand ils ont été mis en détention provisoire, ils ont mis les parents en détention provisoire. Et la justice française, normalement, doit prendre en compte la mineure de 13 ans. Donc, et en fait, ils en ont pas pris, ils se sont même pas préoccupés. Ils ont mis les parents en prison, en détention provisoire, et ils se sont même pas occupés de la mineure, où elle était, qui les bergers, tout ça. Alors attendez, que je comprenne bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en ce moment, les parents dorment en prison? Non, là, ça, c'est ce qui s'est passé là. Je vous parle, c'est fin mai 2016. D'accord. Là, maintenant, à l'heure actuelle, ils ont été libérés. Le berger et les 2 frères de Schéma, ils ont de 19 et 20 ans. En fait, c'est toute la famille qui était là-bas à Corneille-à-la-Rivière, tous les majeurs ont été mis en détention provisoire. D'accord. Les deux fils de 19 et 20 ans ont pris 3 mois et demi de détention provisoire. Son mari, le berger, a pris 3 mois et demi de détention provisoire. Et la bergère, Louisa, elle avait pris déjà 1 mois de détention provisoire. Ils ont été libérés, mais le préfet et la maire du village de Corneilla-la-Rivière ont fait une lettre à la juge d'instruction en lui disant que si cette famille est libérée, il faut qu'il y ait une interdiction pour cette famille d'aller à Corneilla-la-Rivière, car cela provoquerait
une réaction chez les villageois. D'accord. Ce serait vu comme une provocation si cette famille revenait à Corneille-à-la-Rivière et ça risquerait de faire un trouble à l'ordre public. Alors que c'est eux qui ont été menacés de mort. À ce jour, ils ne peuvent toujours pas venir à leur bergerie. Non, c'est pour ça que Louisa, là, ça fait 9 mois, ils se sont serrés la ceinture. Ils se sont serrés la ceinture pendant 9 mois pour le fourrage. Et là, ils peuvent plus. C'est 1500 € de fourrage par mois. Ils ont 9000 € de facture. Et là, Louisa, elle voyait que c'était fini. Et elle a dit, bon, bah, moi, tant pis. Il y a une interdiction, mais je peux pas me résigner à laisser mon troupeau mourir de faim comme ça, et moi être à Perpignan et eux là-bas et mourir de faim. Donc elle a fait une désobéissance civile, et c'est là qu'elle s'est rendue avec le comité de soutien pour sortir les troupeaux pour paître, pour pas qu'ils meurent de faim. Ouais. Et le 3e jour, ça se passait bien, hein, avec les jeunes de quartier, tout ça. Et le 3e jour, en fait, ils ont été arrêtés comme des criminels. Et sa fille, ils ont été coursés sur 12 kilomètres. Elle avait peur, Louisa. Sa fille de 13 ans avait peur. Elle a même photographié un motard. Et ce motard, quand il a vu qu'il avait été photographié, il lui a supprimé les photos de son portable. Ce qui est quand même illégal, hein. C'est un portable qui ne lui appartient pas. Il a supprimé plein de photos, tout un dossier où il y avait des bêtes mortes. Et on a réussi à récupérer la photo, justement. Et elle est traumatisée parce qu'elle a été traînée par terre, menottée, 13 ans, braquée par un motard, et maintenant elle fait des cauchemars. Elle a peur, elle dort avec sa sœur, qui est revenue justement pour la famille, qui était loin et qui est revenue. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Abdelaziz Rigui? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour aider cette famille? Bah là, la famille, là, on a mis en place un soutien, une cagnotte litchi que la famille gère elle-même, parce qu'il faut le fourrage, il faut payer les cotisations agricoles, parce qu'ils peuvent plus les payer là en ce moment. Ils payent un 2e loyer parce que leur maison, ils ont plus le droit d'y aller. Donc il y a plein de choses comme ça. Et le troupeau là, il est en train de mourir au fur et à mesure. Là, on a encore un agneau qui est mort là hier, plus une brebis. Donc, et là, on a eu deux naissances là quand on est arrivé. Il y avait deux petits agneaux qui venaient de naître. Et nous, on se bat justement, le comité de soutien, pour les sortir, pour les faire paître. Là, il y a une sœur Sarah là qui est sur Paris, qui a acheté 22 balles de fourrage à un exploitant agricole à Narbonne, et qui va les faire livrer là vendredi, Inch'Allah, vendredi matin. Et il y a des jeunes de Lyon qui nous ont appelés, qui vont faire une récolte justement d'argent, et qui vont essayer d'être là pour le samedi, parce qu'on a un grand rassemblement à Perpignan à partir de 17h devant le tribunal de Perpignan, pour dire qu'il faut libérer cette bergère. Elle n'a rien à faire en prison. En plus, la prison à Perpignan, c'est une surpopulation carcérale des femmes. Les femmes. Attendez, la bergère est en prison là? Oui, elle a été arrêtée, je vous dis, samedi. Elle a été déférée devant le juge d'instruction dimanche matin, et elle a été incarcérée parce qu'elle a violé l'interdiction d'aller à Corneilla, puisqu'elle devait faire paître son troupeau. Affaire assez hallucinante et incroyable. Est-ce qu'il y a peut-être alors une page Facebook pour suivre le comité de soutien, pour avoir des informations sur la possibilité d'aider en tout cas cette famille, pour ceux et celles qui le souhaitent? Oui, il y a la page, il y a une page comité de soutien au couple de bergers de Corneilla, qu'on avait faite dès le début de cette histoire, de cette affaire. Ouais. Et elle est alimentée là tous les jours. On met des vidéos, par exemple les naissances là, les deux petits agneaux, ils y sont là. Dès qu'on fait quelque chose, on le met dessus. Il y a la page de Cri Perpignan, bien sûr, qui relaye, et ça fonctionne comme ça pour le moment. Donc on est des citoyens individuels. Il n'y a pas que la Cri maintenant. Il y a des anarchistes. Il y a une chrétienne qui fait partie de notre comité de soutien. C'est vraiment pas un truc que entre musulmans, parce que ce sont des droits de citoyens qui ont été bafoués. Ouais. Qui ont été bafoués, et là. C'est vraiment invraisemblable.
Merci Monsieur Rigui. En tout cas, on va tâcher de suivre cette affaire de très près. On invite tous les auditeurs, évidemment, qui ont été sensibilisés par cette affaire, et il y a de quoi, à aller rejoindre donc cette page Facebook. Et pour vous aider, bien sûr, et se tenir informés, on relaiera les informations au fur et à mesure donc qu'elles viennent, et on espère au plus vite donc la libération de cette bergère, Louisa. Merci beaucoup Monsieur Rigui. Ok, merci beaucoup à vous et merci pour les soutiens qui viennent de toute la France et des pays étrangers même. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'était cet après-midi à 17h30 dans le Grand Forum, dans l'émission de mon ami Christophe. Merci à lui aussi d'avoir accepté de relayer cette information. Alors c'est malheureusement une presque exclusivité, puisque nous sommes les premiers ici à en parler en région parisienne. Je vais vous rappeler donc la page Facebook pour soutenir ces bergers. C'est comité de soutien au couple de Corneilla-la-Rivière. Corneilla, ça s'écrit C-O-R-N-E-I-2-L-A, Corneilla, le féminin de Corneille, et la rivière, comme la rivière, c'est pas très loin de Perpignan. Nous avons en ligne Aziz, cette fois-ci en direct depuis la région. Aziz, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Aziz? Aziz. Oui, je vous entends. Ouais. Alors, Aziz, est-ce que on peut revenir un petit peu au début de cette histoire? Quel est donc le point de départ de cette affaire? Parce qu'en fait, c'est une affaire qui remonte à quelque temps quand même. Oui, en fait, il y a eu un point de départ, c'est une buse, en fait, c'est un simple arrosage d'eau sur 2 terrains en même temps, et c'était le motif de la bagarre contre cette famille de bergers. D'accord, donc une dispute entre 2 familles, c'est ça? Oui, mais c'était juste le berger, à ce qu'on m'a dit, c'était juste le berger qui a reçu des coups. Voilà. D'accord. Et donc, en première instance, enfin, la première fois, il n'a pas souhaité rendre la monnaie des coups qu'il a reçus. Voilà. Il a appelé la gendarmerie. Voilà. Et il s'est en allé avec sa femme qui était présente, Louisa. Oui. Et il a dû revenir sur le terrain, justement, pour pouvoir rentrer le troupeau de moutons dans la bergerie. Oui. Et ensuite, lui, il est parti pour fermer le portail. Et il aurait été agressé là par le couple du centre équestre, plus le maire adjoint du village. Et là, il a rendu les coups parce qu'il était en légitime défense. D'accord, d'accord. Cela dit, au jour d'aujourd'hui, en ce moment, on est en train de parler, il est près de 23h, et donc Louisa est toujours incarcérée? Ah oui, depuis samedi, elle est incarcérée, enfin... Elle a été mise en garde à vue. Le dimanche, elle est passée devant la juge d'instruction qui l'a remis en prison à Mayol, à Perpignan. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir bravé l'interdiction de revenir chez elle. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de ne pas rentrer chez lui? Ben voilà, c'est quelque chose qui est vraiment invraisemblable. En fait, quand ils ont été libérés après la détention provisoire, Louisa et toute la famille. En fait, ceux qui sont majeurs, qui étaient à Corneilla-la-Rivière, ont été interdits de séjour. Donc ces 2 fils aussi ont été interdits de séjour, Mohamed et Boubacar. Il y a son mari, Belkacem, et Louisa sont interdits d'aller à Corneilla. Donc à Corneilla-la-Rivière, il y a sa maison, son domicile fixe, qu'il est propriétaire, et sa bergerie. Et son verger. Et donc les bêtes aussi qui sont en train de mourir petit à petit parce qu'on empêche les propriétaires de venir les nourrir. Exactement. Voilà. Et c'est très grave parce qu'en fait ils meurent pas de faim. La famille des bergers ils se sont serrés la ceinture, ils ont utilisé les économies qu'ils avaient et ont acheté 9 000 € de fourrage en Espagne pour pouvoir nourrir le troupeau. Mais imaginez-vous en train de manger pendant 9 mois de la purée. Au bout d'un moment, je pense que vous allez avoir des carences. Oui. Et c'est à cause de ça parce que le troupeau était habitué à aller paître tous les jours, qu'il pleuve ou pas, avec Louisa. Et là, du jour au lendemain, ils sont assignés à résidence. Et ils ne mangent plus que du fourrage au lieu de l'herbe fraîche et ils ont des carences. Et c'est à cause de ça qu'ils meurent. Très bien, on va marquer une pause musicale, enfin pas musicale mais publicitaire, et puis on revient juste derrière. Je vais passer la parole à un élu qui est ici dans nos studios pour apporter des éléments de réponse. À tout de suite. France
Maghreb 2, France Maghreb. Dans les studios de France Maghreb 2, on récupère Aziz aussi qui est avec nous depuis la région de Perpignan. Alors Aziz, on t'écoute pour la suite. La maman est toujours incarcérée et on lui reproche d'avoir bravé l'interdiction de revenir chez elle. Oui, voilà, exactement. Donc elle a réfléchi à ça avec son mari et ils ont décidé que c'était impossible pour eux de se résigner à ce que les moutons meurent de faim et qu'eux ils restent à Perpignan en train de penser à ça. Donc elle a bravé l'interdiction. Pendant 2 jours, on y a été avec des jeunes de quartier, on l'a accompagné pour l'aider à sortir ce troupeau. Donc au début, on les sortait que 1 heure, 2 heures, parce que le temps que l'estomac puisse se réhabituer à l'herbe fraîche. Ouais. Et là, maintenant, on les laisse 3-4 heures en ce moment. Et au 3e jour, elle a été arrêtée comme une criminelle avec sa fille, de 13 ans. Et d'ailleurs, il y a même une photo qui circule, comme quoi, qui montre qu'elle a été mise en joue avec une arme à la main par un gendarme. Oui, sa fille mineure de 13 ans a été mise en joue par le motard. Elle a été traînée par terre. Elle nous a dit qu'elle a été traînée par terre, menottée. Elle a été interrogée toute seule, sans l'autorité parentale. Alors, d'après vous, Aziz, à quoi est dû tout cet acharnement contre cette famille à quoi c'est dû? Justement, on comprend pas comment la justice française peut se permettre ce genre de choses. Parce que normalement, on a des droits comme tous les citoyens de ce pays. Et on a l'impression vraiment que nous n'avons plus les mêmes droits que les autres citoyens de ce pays. Alors aujourd'hui, on peut les bafouer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce village Corneilla-la-Rivière? C'est quoi? C'est un village de combien d'habitants? Alors là, je ne saurais même pas quoi vous dire. C'est petit, c'est petit. Pas 1000. Ah oui, c'est un petit village. C'est pas énorme. Alors c'est quoi le problème avec la mère de ce village? En fait, la mère, je pense, reproche à Louisa de porter le voile, le voile long. Ouais. C'est pas la burqa grillagée, c'est le voile où on voit les yeux et le nez et la bouche. Bon, en même temps, elle s'habille comme elle veut chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut être aussi en bikini. Oui, c'est ce que je dis souvent. Je dis, c'est toi qui le portes le voile, donc si elle a envie de porter le voile, voilà. Elle a tout à fait le droit. D'accord, mais est-ce qu'il y a une autre raison Est-ce qu'il y a une autre raison d'ordre économique ou alors d'ordre de voisinage? Est-ce qu'il crée des nuisances ou quoi? C'est ce que eux ont l'air de dire, mais il n'y a aucune plainte contre eux. À ce jour, ils en ont fait aucune preuve. Par contre, eux, ils ont 10 ans de plainte. En fait, moi, ce que je pense, c'est que cette famille ne s'est jamais laissée faire. D'accord. Elle sait qu'elle a des droits et elle les fait respecter. Et eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'ils baissent la tête, quoi. Donc voilà. Alors, nous avons la chance ce soir d'avoir un élu sur le plateau pour nous éclairer un petit peu là-dessus. Abdeslam, alors tu es maire adjoint. Concernant comment on peut appeler ça, expropriation? Enfin, on empêche quelqu'un de rejoindre son domicile. Comment ça s'appelle? D'abord, bonsoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous. Juste un point. Oui, est-ce qu'il y a eu une décision de justice qui leur interdit d'entrer dans ce village? Oui. C'est une juge d'instruction qui lui a. C'était une libération conditionnelle. Oui. D'accord. Sauf que ils sont propriétaires et que ils sont protégés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, où la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé. Et si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition juste et préalable indemnité. On ne peut priver une personne de son bien et on ne peut l'empêcher de jouir de l'usufruit de leur bien. Donc ils ne peuvent pas les empêcher d'entrer chez eux. Et chez eux, ils font ce qu'ils veulent. On abordait tout à l'heure la tenue vestimentaire. Chez soi, on s'habille comme on veut.
Donc manifestement, il y a une violation des droits de propriété. Moi, je vais vous lire aussi l'article 544. Je suis désolé, ça fait un peu laborieux en lecture, mais l'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. À partir du moment où ils ne sont pas hors la loi et qu'ils ne cultivent pas de choses illégales, ils sont en droit de justement d'user de leurs biens comme il leur convient. Donc manifestement, il y a une volonté délibérée de nuire à cette famille. Ensuite, vous aviez abordé, alors le mot ratonnade avait été lâché. Il y a peut-être un appel au crime. Un appel au meurtre. Alors il faut rappeler le contexte. En fait, il y a eu une manifestation de gens qui étaient hostiles à ces bergers et qui ont proféré des menaces caractérisées. Oui, par qui ça a été instrumentalisé surtout. Mais est-ce que les gendarmes ont justement cherché à savoir qui est à l'initiative de ça, et les gendarmes n'ont-ils pas le devoir de protéger justement cette famille plutôt que de les arrêter et d'emmener père et mère et laisser une enfant de 13 ans seule à la maison? Aziz, en tout cas, on va suivre cette affaire de près ici en région parisienne parce qu'on n'était absolument pas au courant, mais maintenant qu'on l'est, on va relayer et on va faire le nécessaire pour faire du bruit autour de cette affaire. D'accord. Merci beaucoup à toi, Aziz, et puis bon courage à cette femme, bon courage aussi à son mari puis à ses enfants. Sachez que dorénavant, vous n'êtes plus seul ici en région parisienne, on va vous soutenir. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci ciao, à ciao. vous. Salut. Au revoir. Merci. Merci également à toutes les personnes qui ont manifesté leur solidarité et leur compréhension par rapport à cette affaire. Nous recevons notre prochain invité. Il s'agit de Samira et je tenais vraiment avant de te recevoir à te remercier parce qu'on a pris un petit peu de temps sur ton émission mais je suppose que tu comprends que c'est pour la bonne cause. Si ce soir il y a une femme qui dort en prison, parce que on sait pas. c'est absurde, mais dans le pays des droits de l'homme aujourd'hui, on peut dormir en prison parce que on tient tête à l'injustice. Bon, alors ce soir, on va parler de bonnes choses. Toujours la Pâques. Écoute, toujours la Pâques, tout d'abord, bonsoir, et c'est moi qui tiens à te remercier, Fawzi, de nous avoir conviés ce soir à ton émission, et sache que je ne t'en veux pas pour ce léger retard, puisque bien entendu c'était pour la bonne cause, puisque chez APAC aussi c'est l'une des causes principales d'APAC, c'est de lutter justement contre les injustices et toute forme d'injustice. Très bien, on va en parler alors tout au long de cette émission. Ce soir, tu viens nous parler d'un événement qui va se dérouler le 26 mars prochain de 11h à 19h et c'est le salon Chic entre elles. C'est bien ça? De quoi s'agit-il? Alors si tu permets, Fawzi, je vais juste te faire une petite présentation d'APAC, parce que c'est vrai que toi tu connais APAC puisque tu nous suis depuis plusieurs années, mais il y a peut-être de nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas APAC. Donc c'est une association qui lutte contre l'abandon scolaire en milieu rural au Maghreb, donc aussi bien au Maroc qu'en Algérie. C'est récent en Algérie, ça fait 1 an qu'on s'est lancé en Algérie, puis on est très content. Donc voilà, le salon Chic entre elles, je vais laisser la parole, je pense, à Mounia qui va présenter, puisque c'est elle qui s'est beaucoup occupée de l'organisation, qui va vous dire quelques mots sur cette journée un petit peu exceptionnelle pour les femmes. Alors, c'est une journée comment? Bonsoir, Mounia, salam alaikum. Salam. Donc, je suis l'une des organisatrices bénévoles de l'événement Chic entre elles. Donc, c'est une grande journée. Donc, le salon Chic entre elles, c'est un salon qui met la femme à l'honneur, et plus particulièrement la femme chef d'entreprise, l'entrepreneuriat au féminin. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est une formidable vitrine pour nos exposantes. Et puis là, on peut voir vraiment le travail de ces dames qui viennent montrer un petit peu leur savoir-faire. Voilà, leur savoir-faire. Il y a de nombreuses créatrices qui sont présentes. Donc il y a différentes choses pour la femme et son bien-être, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau de la santé, parce qu'on a des praticiennes qui sont là ce jour-là. Donc il y a comme c'est dans un grand gymnase, donc c'est sur plus de 1000 mètres carrés, il y a les vestiaires qui sont pour cette occasion aménagés en spa pour les femmes, avec donc des praticiennes de massage, avec une praticienne de hijama qui sera là, qui fera même une intervention en fait sur les bienfaits de la hijama. Bien sûr.
il y aura de tout. Tout pour sublimer la femme. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans vos ateliers, parce qu'il y a shopping, beauté, bien-être, etc., c'est emploi et recrutement. Et ça, c'est très original ce que vous faites, parce que je suppose que vous proposez de mettre en relation des employeurs et des tout à fait. Donc il y a des femmes chefs d'entreprise qui seront présentes. Génial. Notamment dans la gamme des produits LR. Et donc c'est aussi cette mise en relation du demandeur à l'employeur, tout à fait. Voilà. Très bien. Et comment a été accueilli votre projet par rapport à celles qui vont venir tenir des stands et proposer, parler de leur activité? Elles étaient plutôt enthousiastes, ces femmes, ou... En fait, elles étaient doublement enthousiastes, on va dire. Comme le gain de cette journée est totalement pour les enfants et pour les familles démunies qu'on suit. Ouais. Et cette grosse journée nous permet de mener à bien nos missions humanitaires, justement en faveur des 250 enfants que l'on suit depuis plusieurs années, mais également de personnes qui sont face à l'handicap, à la difficulté aussi, comme le petit Lockman qui a été donc rapatrié en France et soigné ici, ou une petite atteinte d'un cancer qui au départ on était vraiment arrivé pour entre guillemets améliorer sa fin de vie. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, la petite est en pleine forme. Oh, c'est super ça. T'as vu, être en gestion de la fin de vie et en arriver à lui donner une renaissance, la possibilité de poursuivre sa vie. Et pourquoi pas aussi de devenir entrepreneuse à un moment donné. Et il faut dire que il y a un grand élan de solidarité et de générosité qui émane de cette journée, que ce soit au niveau des exposantes qui sont là, présentes, qui pour certaines sont devenues des amies, sont devenues des bénévoles d'APAC également. Et donc c'est une journée pleine de solidarité, de bonheur, c'est un bouquet de bonheur en fait. C'est bien. Et puis par rapport aux événements que vous organisiez les années précédentes, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Oui. Vous arrivez à attirer beaucoup plus de monde. L'an dernier, on a eu, pour avoir une petite idée, on a eu plus de 3000 visiteurs. On a arrêté le comptage à 3000 visiteurs. Ouais. Et il faut savoir que lors de cette journée, les enfants aussi sont à l'honneur, parce qu'il y a plein d'activités pour eux ce jour-là. Il y a des structures gonflables, il y a des ateliers qui sont mis en place par des animatrices spécialisées sur place. Il y a des promenades en poney, si le temps le permet. C'est vraiment la grosse fête. Aussi. On peut manger, oui. La restauration qui est là. La barbe à papa, c'est vraiment la grande fête pour les enfants, pour les femmes. Et pour celles qui souhaitent faire leurs emplettes en toute tranquillité, on a même une petite garderie pour les enfants de plus de 2 ans. C'est bien. À part ça, il y a un droit d'entrée ou c'est gratuit? Alors, à l'intérieur, on consomme et on paye. En fait, l'entrée est gratuite. Et puis après, bien évidemment, si l'on consomme, on a une buvette qui est au bénéfice de l'association. D'ailleurs, on a plein de mamans bénévoles qui nous préparent de sublimer pour ce jour-là. Et c'est vendu vraiment à des sommes... à petite somme, et puis on peut passer une bonne journée en famille et bien manger en famille pour pas grand chose. Alors je rappelle que ça se déroule le 26 mars prochain, dans quelques jours, donc de 11h à 19h, et c'est à Clichy-sous-Bois dans le 93, une ville très agréable à vivre pour la connaître un peu, et ça se passe au gymnase Henri Barbus, comme d'habitude, vous le connaissez si vous y habitez, et c'est à l'allée Henri Barbus. Mettez ça dans le GPS et elle vous y amène automatiquement. Est-ce qu'on peut parler, Samira, des actions d'APAC cette année au Maroc, par exemple, parce que je vous suis depuis quelque temps maintenant, et j'ai pu voir avec bonheur l'évolution des projets. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut faire un point? Oui, bien sûr, Fawzi, mais je voulais juste souligner une petite chose, parce que Mounia a bien détaillé la journée. Donc tu as parlé de nourriture, donc moi je voulais souligner le fait que jusqu'à présent c'est toujours les bénévoles et les participants qui nous fournissent au niveau du stand d'alimentation, aussi bien au niveau des gâteaux, des plats salés, des canettes, de l'eau. Ils nous offrent ça et puis nous on revend.
Et cette année, on a, comme tous les ans, quand on part en mission humanitaire, puisque là on va partir le 2 avril, Inch'Allah, on prend avec nous des jeunes qui s'investissent dans la vie de tous les jours, des jeunes qui ont du mal à rentrer dans le métier de l'élève, d'autres qui ont envie vraiment de s'investir dans l'humanitaire. Et donc, on a décidé cette année de faire en sorte d'essayer de financer une partie du voyage de chez eux, des jeunes bénévoles qui vont partir avec nous. Parce que jusqu'à présent, il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas partir à cause du coût financier. Et donc là, on s'est mis d'accord et la recette au niveau alimentaire sera pour ces jeunes filles qui partiront. C'est essentiellement des jeunes filles qui partent. Il y en a combien qui partent avec vous? Alors, j'ai plus trop le chiffre en tête, mais je pense il y en a bien 7. Ouais, oui, il y a sept jeunes filles qui partiront avec nous. Alors, elles vont voir le fruit de leur travail et de leur investissement. Voilà. Tout à fait. Puis voilà, ça fait les 5 ans. Le 26 novembre, on a fêté les 5 ans d'APAC. Donc on a fait un bilan des 5 ans d'APAC. Ça passe vite. Ouais, ça passe très vite, comme tu dis. Et donc là, on s'est dit que c'était important que ces jeunes qui se sont investis puissent voir un petit peu ce qu'on a pu faire grâce à leur aide, grâce au travail qu'elles ont fourni tout au long de l'année. Est-ce que au niveau de l'évolution scolaire des jeunes là-bas, est-ce que on est plus dans le vert, dans le positif? Ah oui, beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. On est épatés, parce que je sais pas si tu te souviens, mais quand on a commencé, on avait à peu près 87 enfants qui étaient inscrits, très peu qui suivaient leur scolarité, puisqu'il devait en avoir 60 à peu près, avec une majorité de garçons et très très peu de filles. Aujourd'hui, on est content parce que quasiment tous les enfants des Douars sont scolarisés. On a nos premiers bacheliers et nos premières bachelières, donc on est très très contents. C'était une chose à l'époque, nous, quand on est arrivé, qui était pas du tout envisageable, puisque les enfants suivaient leur scolarité dans les meilleurs des cas jusqu'en CM2. Maintenant, quasiment tout le monde va au collège, puisque maintenant il y a également un internat qui a été construit pour les collégiens et un internat pour les enfants en élémentaire. Donc il y a plus d'enfants qui marchent les 15 km qui marchaient au tout début de la création d'APAC. C'est très bien. Alors le 2 avril, tu retournes là-bas. Quelles seront les missions essentielles? Alors là, ça va être plutôt un suivi. On n'a pas de nouveaux chantiers humanitaires, puisque là on voulait vraiment finaliser, clôturer un petit peu notre chantier, puisqu'on a fait ce qu'il y avait à faire, puisque maintenant tous les enfants sont en internat, à part 2 petites annexes qui sont restées, mais dont les habitations ne sont pas très 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 éloignées. Donc là, on va aller voir nos filleuls, voir un petit peu, récupérer les résultats scolaires, voir si tout se passe bien, si tout le monde est encore, les nouveaux qui sont entrés au CP continuent leur scolarité normalement. On va en profiter également pour leur offrir leur tenue pour l'Aïd. Et on va aller voir les enfants que l'on suit, puisqu'on a quand même des enfants qui sont malades, qui ne peuvent pas suivre une scolarité dite normale. Donc on va aller voir pour essayer de voir aussi également les médecins, pour voir où on en est au niveau des traitements, puisque Mounia a parlé de la petite Imen qui a lutté, qui s'est battue contre un cancer, qui a gagné ce combat, et on en est très content. Mais la chimiothérapie laisse toujours des séquelles. Donc là, on va aller la voir et puis aller rencontrer un orthodontiste pour qu'elle puisse avoir un appareillage, puisqu'elle a ses dents qui ont été un petit peu fragilisées. D'accord. À cause de la chimio? À cause de la chimio, à cause de la chimio. Violent, ouais, c'était violent. Donc il y a des choses comme ça. De plus, on est tombé de nouveau amoureuse d'un petit garçon à Hfir, c'est une région au Maroc qui a plusieurs handicaps. Qui a plusieurs handicaps. Donc à chaque fois c'est pas le hasard, parce qu'on sait très bien que tout est écrit, nous met sur le chemin des personnes qui ont besoin d'aide, sans que ces gens-là sachent que nous on fait partie d'une association. Donc pareil, on a rencontré ce petit garçon vraiment par hasard, et puis on a décidé de l'aider. Et on fera également les courses du Ramadan pour plusieurs familles que l'on suit, essentiellement des veuves, des gens confrontés à la maladie, des gens confrontés à l'handicap, et d'autres personnes qui sont vraiment en très très grande précarité. Et je t'ai dit qu'on n'avait pas vraiment de gros chantiers humanitaires, mais si, on a un projet, parce qu'on a rencontré également une famille. On a rencontré d'abord un petit garçon qui faisait le tour des maisons pour récupérer du pain dur. Donc nous on était très contents, parce qu'on était en vacances à l'époque, c'était en été, on était contents de lui donner le pain dur. On se dit super, on fait une bonne action, on lui donne du pain dur pour ces animaux, c'est super. Donc on était hyper contents. Puis un jour il vient faire sa ronde sans vélo,
Et ma mère, qui s'était pris d'affection pour ce petit garçon, lui dit mais pourquoi tu viens à pied? Il est où ton vélo? Alors il lui dit écoute, j'ai cassé mon vélo et tout. Maintenant je fais tout à pied. Alors, il lui dit écoute, c'est pas grave, je vais t'offrir un vélo. Donc ma mère m'en parle. Je lui dis attends. APAC va lui offrir le vélo. Enfin, s'il a besoin d'un vélo, on va lui offrir un vélo. Donc, on lui a offert le vélo. Et ma mère dit, attends, on t'accompagne en voiture parce qu'on va pas te laisser rentrer à pied. Tes parents vont se demander d'où vient ce vélo tout neuf. Ouais. Donc, elle le ramène et à sa grande surprise, elle a constaté que cet enfant qui a 5 frères, dont un bébé de 18 mois, pardon, un bébé de 18 mois et un autre de 3 ans, vivent dans une tente au milieu de nulle part. Wow. Toute l'année, voilà, et que ce pain dur que nous étions heureux de donner pour soi-disant les animaux était pour eux. Ouais. Donc là, on s'est dit, on peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser ces enfants vivre dans ces conditions. Donc on envisage soit de trouver un petit terrain, enfin trouver une petite maison, quelque chose pour venir en aide à ces personnes-là, faire en sorte qu'ils ne vivent plus comme ça en pleine nature. Donc c'est un gros challenge, mais il est dans quelle région, le petit? Sur Oujda, il est vraiment pas loin de la ville, pas loin du centre-ville, mais un petit peu reculé. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que quand Samira vous parle de ces actions qu'elle mène au Maroc, eh bien, sachez que c'est grâce à vous, parce que c'est par les donations, les dons que vous faites le jour de l'événement. Là, par exemple, le 26 mars prochain, c'est grâce à 1 euro donné ou à 200 euros donnés ou peut-être même plus pour ceux qui ont les moyens. Mais c'est grâce à vous, vraiment, que l'APAC a les moyens d'agir sur le terrain et justement d'offrir autre chose qu'une tente ou du pain dur à un enfant qui n'est pas en âge d'aller au travail. Ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est qu'il aille à l'école. Et donc, je tenais vraiment à vous le rappeler, c'est grâce à vous, je le répète encore une fois, que tout cela est possible et grâce à vos donations. Donc, on y sera, nous aussi. On fera le maximum pour y être. Comme toutes les fois. Comme toutes les fois, j'allais le dire en plus. C'est vrai que le salon chic entre elles, voilà. Les hommes, au fait, ont le droit d'y aller parce que je viens, mais. Oui. Non, mais rassure-toi. Il y aura un gaz pour les hommes. Tout à fait, voilà. On a tout un espace, en espérant qu'il fasse beau ce jour-là. Donc, il y aura tout un espace extérieur où là, c'est ouvert à tout le public, et par contre il y a un espace un peu qu'aussi à l'intérieur qui est exclusivement réservé aux femmes. D'accord. Pour se faire excuser de nos absences, voilà. C'est bien. Non, écoute, c'est le moment de se faire câliner, pouponner, donc on en profite. Juste deux particularités de l'association APAC, parce que c'est vrai que tu as souligné qu'on arrivait à vivre grâce aux dons. La première particularité, c'est que c'est une association dont le bureau est exclusivement féminin. C'était un choix qu'on avait décidé de faire. Et la deuxième particularité, c'est qu'on est une association qui ne bénéficie d'aucune subvention d'État. Voilà, c'est également un choix. Donc on vit grâce aux dons et à nos partenaires. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et aujourd'hui, j'en profite pour les 5 ans d'APAC pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, nos partenaires, les bénévoles, vraiment tout le monde. Merci déjà à toi et ton équipe d'avoir tenu autant. Parce que je sais que vous êtes extrêmement occupés aussi. Tu as ta vie, tes enfants, ta maison, les frangines ici aussi présentes. Donc c'est un investissement personnel. C'est pas négligeable. Abdeslam, il nous reste 2 minutes avant la pub. Oui, non, sur la composition du bureau, rien ne m'étonne parce que les femmes sont beaucoup plus investies dans l'humanitaire que les hommes. C'est une vérité, et moi je voulais que tu parles un petit peu du parrainage, le fait de parrainer des enfants et de les suivre, parce que je pense que parmi les auditeurs il y a peut-être des gens qui voudraient suivre un enfant sur sa scolarité. T'avais abordé l'Aïd, les fournitures scolaires, donc est-ce que tu peux un petit peu... Oui, bien sûr. Oui, merci de m'avoir... Je te propose d'en reparler après la pub, sinon vous allez être... D'accord, très bien. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Eh oui, effectivement, on vous salue si vous êtes du côté de Marseille. Merci de nous écouter là-bas sur le 93.8. Et puis, un petit big up particulier du côté de Reims. Là-bas, vous nous écoutez sur le 91.3. Merci également de nous écouter à Clichy-sous-Bois dans le 93. Et vous nous écoutez sur le 99.5. Samira, on revient à toi et à la question que t'avais posée à Abdeslam juste avant. Le suivi des enfants, alors
Alors, je voulais juste revenir sur ce qu'on a dit. C'est vrai qu'on a dit que le bureau était essentiellement féminin, mais on a quand même des hommes bénévoles à APAC. C'est nos forces, c'est nos bras. Donc j'en profite pour remercier Nordine, il se reconnaîtra, Karim, Franz, Mohamed Kafala, aidez-moi les filles parce qu'on n'a pas beaucoup de garçons, Mustapha, Farid, Asdin. Ça en fait quand même. Voilà. Dis donc. Claudio, oui, on a Claudio aussi qui nous aide. Donc voilà, j'espère avoir oublié personne. Mais en tout cas, je remercie tous les hommes d'APAC. Et on a un petit homme également qui a 14 ans, qui est formidable, qui fait toutes les maraudes avec nous. C'est Aïssa. Et voilà, ce soir, big up pour Aïssa qui est super motivée. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant du suivi pour revenir à la question de Abdeslam? Oui, bien sûr. Alors, merci Abdeslam de nous le rappeler. Donc, on a parlé qu'on avait 300, maintenant aujourd'hui on a 300 filleuls. Donc, quand on s'engage à être parrain, on s'engage à lui acheter les fournitures scolaires pour la rentrée avec une tenue de sport. On a également une tenue pour l'hiver, une tenue pour l'Aïd. Et je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, voilà un petit peu l'engagement quand on est parrain. Et puis après, si on veut faire un peu plus, libre aux parrains de faire un petit peu plus. Mais on essaye de faire en sorte que tous les enfants aient à peu près la même chose pour qu'il n'y ait pas de déception à l'ouverture des sacs. Ouais. Je vois également sur le flyer que vous nous avez apporté qu'il y aura une tombola. Ça, c'est intéressant. Ça va faire venir beaucoup plus de monde. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, on gagne. Alors, c'est nos partenaires qui nous ont offert les lots. J'en profite pour les remercier. On gagne un caraco qui a été fait main par une styliste algéroise qui vient à notre gala tous les ans. Donc, je remercie sa fille, Souad, qui nous a mis en relation avec sa maman. On gagne également, que je vous dise pas de bêtises, deux bons d'une valeur de 50 € pour pouvoir louer des cafetans. Bien. Un coffret avec des produits. Alors moi j'ai toujours un petit peu de mal. Les produits Nux, Clinique et Michael Kors. Voilà. Et puis on avait. Alors là j'ai un petit trou. Qu'est-ce qu'on avait encore comme lot ? Un truc pour les cheveux, non ? Non, je crois pas. Alors les filles, aidez-la. Oui, aidez-moi là. Bref, c'est des lots tout autour de la femme. Il y a plein de choses, mais autour de la femme. Donc je crois qu'il y a 5 lots à gagner. De toute façon, le titre veut tout dire. Salon chic entre elles. D'accord, ok. Bon, est-ce qu'on peut parler un petit peu des ateliers maintenant un petit peu plus individuels concernant l'atelier, enfin, je dis atelier, mais en fait c'est le secteur shopping, secteur beauté, bien-être, espace enfant, shopping. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir choper? Alors là, je vais laisser Mounia, puisque c'est Mounia qui s'est occupée d'organisation, l'organisation du salon. Moi, je suis plus au niveau relationnel avec les partenaires. Mais ça va, elle arrive à réagir même en. Oui, elle a l'habitude, Elle gère les situations. Non, elle a l'habitude. D'accord. Donc au niveau du shopping, donc il faut savoir que toutes les prestataires qui sont là ont été sélectionnés, triés sur le volet. Donc c'est des prestataires d'exception. Donc il y aura du prêt-à-porter, store et varié pour la femme, du maquillage pour toute peau, du parfum, pour des bijoux, de la maroquinerie, des robes de soirée, de la chaussure. Il y aura un grand stand de 6 mètres de librairie. Ah bah voilà. Oui. Pour toute la famille et pas mal de livres pour enfants également. Donc il y aura des créatrices de vêtements aussi et pas mal de décorations d'intérieur. D'accord. Et ces personnes qui viennent exposer, par exemple, elles vous ont demandé, elles ont posé des conditions particulières ou qu'est-ce qu'elles voulaient savoir? Elles ont dit oui tout de suite ou alors elles voulaient en savoir davantage sur le salon? Alors au niveau du salon, étant donné que ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur le terrain, on commence à avoir une petite renommée sans être notoriété sans vouloir être prétentieuse ou autre, mais le sérieux du salon a fait son chemin et donc c'est vrai que c'est avec facilité qu'on arrive à recruter les prestataires. C'est bien.
On a même été obligé, je tiens à le souligner quand même, de refuser certains prestataires manque de place. De place. Bon. Alors les prestataires du coup ils payent un emplacement ou ils viennent bénévolement eux aussi? Non, on demande une participation. C'est normal. On demande une participation des prestataires. Vendre des produits, il faut que vous aussi vous puissiez mais je veux dire, ils sont généreux, ils jouent le jeu, parce que quand des fois durant la tombola ils nous disent voilà, moi je mets tel lot, je vous propose tel lot si vous voulez le mettre pour la tombola. Donc là-dessus on n'a pas, et il y avait même toute une chaîne de solidarité l'année dernière grâce à Malika Selma, je tiens à la remercier, qui avait fait l'association Vivoujda. Ah oui, c'est vrai, oui, elle fait partie c'est même la présidente de l'association Vivoujda, qui avait monté toute une chaîne de solidarité pour faire en sorte que les exposantes et les personnes de son entourage nous offrent tout ce qui était merguez, baguettes, boissons. Donc du coup, c'est vrai que ça avait été une année formidable, puisqu'on n'avait eu aucun investissement au niveau alimentaire. Très bien. Donc alors, il y aura une tombola. Je vais rappeler la date et le lieu de cet événement. Salon Chic entre elles, ça se déroulera dimanche 26 mars de 11h à 19h à Clichy-sous-Bois, à cette adresse, allée Henri Barbus, au gymnase Henri Barbus. Tous ceux qui habitent à Clichy-sous-Bois et Montfermeil connaissent cet endroit. Vous verrez, généralement, il y a beaucoup de monde là-bas, donc facile à détecter. On peut donner le numéro de téléphone là pour, oui. Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler au 07 81 85 24 44. Et également sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Salon Chic entre elles au pluriel. Samira, est-ce qu'il y aura des personnalités, des élus de la ville qui s'intéressent justement à la vie de la ville? Est-ce qu'il y en aura qui seront présents? Oui, il y aura des élus qui seront présents, qui nous ont dit qu'ils seraient là. Donc, comme tous les ans, à chaque fois, on est soutenu par la ville de Clichy-sous-Bois. Donc, les élus se présentent et participent avec nous aux différentes activités de l'association APAC. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'APAC, par exemple, a des permanents au Maroc qui restent là-bas toute l'année et qui travaillent pour APAC, ou alors qui montent des projets ou vous font remonter des infos, mais qui restent là-bas en permanence? Oui, on en a qui sont là-bas. Justement, c'est un peu nos yeux, nos oreilles et les personnes qui font le lien avec nous, qui préparent justement notre arrivée. C'est toujours les mêmes personnes qui sont sur place. Il s'avère aussi qu'on a nos parents qui vont régulièrement et qui restent très longtemps là-bas. Et nous, on y va également. À chaque fois qu'on a une mission, un chantier là-bas, on y va, on met les mains dans le cambouis, et on fait en sorte de voir où l'argent des donateurs va et comment il est investi. D'accord, très bien. Abdeslam. Non, mais c'est une association qui fonctionne très bien avec des bénévoles qui sont mobilisés et ces initiatives sont toujours bien organisées. J'ai eu l'occasion d'aller à soirée. Alors, juste un bémol, je vais être taquin 2 secondes. Oui. Bon, t'arrêtes de faire gagner les élus dans les tombolas. Je peux raconter l'anecdote. Tu peux. Ça a été ma pire soirée. Alors, la tombola démarre. Premier vainqueur, premier gagnant, le député. Deuxième gagnant, une adjointe au maire. Et ainsi de suite. Et je voyais Samira qui se décomposait, qui était super gênée. Et c'est la seule soirée où je me suis dit pourvu que je gagne pas. Et en fait, alors Ahmed a eu la grâce. Ahmed, c'est mon petit frère. Il a fait le beau geste, il a rendu le lot, il a dit non, j'en veux pas. Et je te voyais, t'étais super gêné. Mais le hasard était ainsi fait. Elle disait non, alors c'est une main innocente, non pas un bout, on va chercher un enfant d'une autre famille, et le gamin mettait la main et hop, il sortait, et c'était un élu qui avait gagné. Bon, cette année, tu fais pas gagner les élus. Non, t'inquiète, là je vais signer un pacte avec les élus en disant que s'ils gagnent, ils remettent le lot en jeu. Mais bon, pour l'anecdote, je tiens à dire quand même que le député, Pascal Poplin, il l'a rendu. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce que ça devient le Cadre Oriental, l'équipe du Cadre Oriental, tu te rappelles d'eux? Oui, écoute, je me rappelle d'eux, ils m'avaient invité à un séminaire à Taouret, je crois, il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, j'avais participé à l'animation de ce séminaire. Je sais qu'ils font pas mal d'activités, mais il est vrai que ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Donc je pourrais pas te donner de nouvelles récentes. D'accord, ok. Je les avais rencontrés une fois à Clichy-sous-Bois lors d'un événement que tu avais. C'était le gala. C'était le gala. Tu avais reçu une récompense, une médaille.
Ah, pour l'ordre du mérite alors. Je crois que c'était ça. Voilà. Donné par le président de l'Assemblée nationale. Excusez du peu. Bah, c'est lui qui avait demandé à me décorer et j'avais été très honoré donc. On était présents. On parle un petit peu politique ou pas? Non, il vaut mieux pas. On va pas parler des costards ni de la chapelle. Non, je pense qu'on lui a déjà taillé un costard. Alors plusieurs même. Plusieurs. Bon, bah écoutez, Mounia, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou... Venez nombreuses. Ce sera une journée. On vous attend et on passera une bonne journée de solidarité et, tout ensemble. D'accord. Voilà. Moi, je voulais juste, si tu permets, Fawzi, remercier vraiment tous les bénévoles qui nous soutiennent depuis 5 ans. Et qui nous écoutent ce soir. Et qui nous écoutent ce soir parce que je vois un peu les commentaires. Donc, je vois. Et puis leur dire que c'est vrai que sans eux on n'en serait pas là parce qu'on a vraiment besoin d'eux au niveau enfin on a besoin de monde, donc voilà. Et puis ceux qui veulent venir nous rejoindre et venir aider à Pâques, ils seront les bienvenus. Mais comment est-ce que tu t'organises avec justement tes bénévoles? C'est quoi cette force d'attraction qui maintient les bénévoles autour de l'association? Bah écoute, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu les payes pas, donc ils sont bénévoles. Non. Mais alors je sais pas, je pense que la cause leur plaît et que voilà, la cause leur plaît, qu'ils ont la possibilité aussi quand on part en voyage humanitaire de partir avec nous. Il suffit vraiment qu'ils payent leur séjour et après ils viennent, ils rencontrent leur filleule. On essaye aussi de rester assez soudés, de se voir de façon assez régulière. On fait un retour, on essaye d'être dans la transparence. On filme, on prend des photos, on essaye de voilà, et puis chacun a un rôle important dans l'association. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de voilà, on essaye de voilà. Puis bon, c'est vrai qu'on est content, de les avoir. Aussi cette évolution sur le terrain. C'est quand on arrive sur un chantier, le départ et ensuite l'arrivée, le bonheur des enfants. Tout ça, ça nous enlève toute la fatigue. Tout ce qu'on fait tout au long de l'année, ça part lors des missions humanitaires. Voir ces sourires, ça n'a pas de prix. Il y a autre chose aussi, c'est que c'est des gens qui viennent tous de Clichy-sous-Bois, la plupart. On a un peu de partout. Non, on n'a pas exclusivement de Clichy. Non, on a vraiment des gens qui viennent de partout. On n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas les. On a du Rincy, on a de Montfermeil, on a Tremblay, on a Villepinte. Non, vraiment toute l'île de France. D'accord. Je pensais que c'était dû à la chaleur de Clichy-sous-Bois. Alors nous, on est un peuple, c'est-à-dire un peuple des habitants très accueillants, très chaleureux, c'est vrai. Donc voilà, ça doit attirer également. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette soirée. Je rappelle, pour info, ça se passera dimanche 26 mars 2017 de 11h à 19h. Donc notez bien, je parle lentement exprès pour vous laisser le temps. Et ça se passera au gymnase Henri Barbus, allée Henri Barbus à Clichy-sous-Bois. Il y a une page Facebook aussi, Salon Chic entre elles. Donc n'hésitez pas, l'entrée est gratuite. Par contre, à l'intérieur, si vous voulez donner, participer, il y aura même une tombola. Donc voilà, et n'oubliez pas que c'est vos dons qui permettent à l'association APAC d'agir sur le terrain et de faire plaisir à ses enfants, puisque elle leur apporte des fournitures scolaires. D'ailleurs, on peut parler un petit peu du pack de. Ouais, c'est un pack. C'est un pack. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un pack complet. Je veux dire. Excuse-moi, Abdeslam, excuse-moi. Ça doit être l'heure tardue là-bas, ça doit être ça. C'est la fatigue. Abdeslam peut le dire parce qu'il y a participé, donc il y a vraiment cahier, il y a un cartable d'abord, le cahier, trousse, stylo. Si j'oublie, tu me dis des équerres en fonction du niveau scolaire, équerres, règles, crayon de couleur, feutre, un jogging, des baskets. Des chaussettes, des sous-vêtements, parce que là-bas ça coûte très cher, puis un cartable. On essaie d'offrir à ces enfants ce que l'on offre nous à nos propres enfants. Bien, ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être passé, merci Samira, merci Mounia, Abdeslam. Bonne soirée à vous. On se retrouve. On est quel jour? On est mercredi. C'est la journée des enfants. On est mercredi. Voilà, la journée des enfants. C'est la fatigue aussi. Alors lundi prochain, mesdames et messieurs, notez bien. On va avoir le plaisir de recevoir le premier fonds d'investissement musulman
qui a justement pour vocation d'aider financièrement les créateurs d'entreprises. Et il va s'adresser aussi à des financiers, des gens qui veulent investir dans des sociétés, et eux sélectionnent les projets. Ils les sélectionnent au niveau économique, au niveau aussi s'ils sont viables, s'ils sont viables, etc. Ils font un business plan, etc. Et si c'est viable, eh bien à ce moment-là, ils invitent des investisseurs à mettre de l'argent dans cette société, dans ces sociétés, de façon à pouvoir permettre l'envol de plein de nouveaux chefs d'entreprise. Voilà. Ça sera lundi prochain dans la joie et la bonne humeur. Allez, bonne nuit à vous, bisous, ciao. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.